Les murmures des portes oubliées. By Speedjo. Copyright. Copyright 2025 Speedjo. All rights reserved. Dédication. Dédicace à ma tendre Amisha. Le secret des portes grinçantes. Dans la ruelle étroite et ombragée, où les murs de briques usées semblaient murmurer des secrets oubliés, Dejo et Apolline étaient assis sur un vieux banc craquelé, fixant l'écran d'une télévision antique qui crachotait sans cesse la même phrase accusatrice: non, c'est non. Les enfants, âgés d'une dizaine d'années à peine, sentaient le poids de ce refus incessant planer autour d'eux comme un nuage d'orage, tandis que le monde des adultes restait obstinément voilé derrière des portes qui grinçaient et résistaient à toute tentative d'ouverture. Dejo, avec ses cheveux ébouriffés et son sourire espiègle, brisa le silence en premier, son ton décontracté et joyeux contrastant avec l'atmosphère lourde. « Allez, Apolline, c'est trop marrant. Cette télé qui beugle comme un vieux grincheux, on dirait qu'elle nous défie de découvrir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu en dis? On essaie de la faire taire pour de bon ?» Il se leva d'un bond, ses yeux pétillants d'excitation, comme si cette énigme était une aventure palpitante plutôt qu'un mystère oppressant. Pour Dejo, tout était prétexte à rire et à explorer, même les ombres qui s'allongeaient dans la ruelle au crépuscule. Apolline, la petite fille aux tresses bien ordonnées et au regard vif, ajusta ses lunettes rondes et répondit d'une voix mesurée, teintée d'un enthousiasme académique qui inspirait la confiance. Dejo, réfléchissons un instant, cette répétition pourrait être un indice, un code ou un avertissement dissimulé. Dans les histoires que j'ai lues, les objets comme cette télévision servent souvent de clé pour déverrouiller des vérités plus profondes. Si nous analysons le contexte, non, c'est non évoque un refus catégorique, peut-être lié à une injustice ou à un secret que les adultes protègent. Elle se leva à son tour, son ton empli d'espoir, comme si chaque énigme était une opportunité de grandir et de triompher. Apolline avait toujours ce don pour transformer les peurs en leçons, encourageant Dejo à voir au-delà de la surface. Les deux enfants s'approchèrent de la télévision, posée sur une table bancale au milieu de la ruelle. Dejo tendit la main pour toucher l'écran, mais une étincelle jaillit, le faisant reculer avec un petit cri de surprise. « Aïe! C'est comme si elle nous mordait !» s'exclama-t-il en riant malgré tout, son humeur enjouée intacte. Apolline, quant à elle, observa attentivement les câbles enchevêtrés qui reliaient l'appareil à une prise murale dissimulée derrière une porte voisine. « Regarde, Dejo, cette porte est différente des autres. Elle est plus récente, et elle bloque quand on essaie de l'ouvrir. Peut-être que le secret est là-dedans. Si nous parvenons à la déverrouiller, nous pourrions comprendre pourquoi la télévision répète cette phrase. » Ensemble, ils examinèrent la porte, qui grinçait sinistrement à chaque poussée. Dejo, avec son énergie débordante, essaya de forcer la poignée, mais elle résista, comme si une force invisible la maintenait fermée. « C'est pas juste. On dirait que le monde des grands nous dit non pour tout. Mais moi, je dis qu'on va gagner. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit tournevis qu'il avait trouvé plus tôt dans la journée, le brandissant comme une épée magique. Apolline, inspirée par son audace, ajouta d'un ton encourageant: « Excellente idée, Dejo. Utilisons la logique, si cette porte est liée à la télévision, peut-être qu'il y a un mécanisme caché. Imaginons que chaque grincement soit un indice, comme dans un puzzle. Si nous écoutons attentivement, nous pourrons peut-être décoder le rythme. » Alors qu'ils s'affairaient, la ruelle sembla s'animer autour d'eux. Les ombres des bâtiments environnants s'étiraient, formant des silhouettes fantomatiques qui dansaient sur les pavés irréguliers. Dejo entendit un bruit sourd provenant d'une autre porte un peu plus loin, et il s'élança, curieux. « Écoute ça. Il y en a une autre qui fait du boucan. On dirait qu'elles se parlent entre elles. » Apolline le suivit, son esprit analytique en ébullition. « Cela pourrait être un système interconnecté, Dejo. Si nous cartographions les portes, nous pourrions tracer un schéma. Souviens-toi, dans les mystères que j'étudie, les énigmes se résolvent par des patterns répétés. » Ils s'arrêtèrent devant la seconde porte, plus ancienne et couverte de mousse. Celle-ci ne se contentait pas de grincer, elle vibrait légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur tentait de s'échapper. Dejo posa l'oreille contre le bois et rit nerveusement. « J'entends des murmures.
C'est flippant, mais cool. On dirait des voix qui disent non aussi. Apolline, toujours optimiste, répliqua, ne crains rien, Dejo. Ces murmures pourraient être des clous acoustiques. Si nous les enregistrons mentalement, nous pourrons les assembler plus tard. Imagine si cela mène à une découverte majeure, comme résoudre un crime oublié de cette ruelle. Au fur et à mesure que la nuit tombait, les enfants poursuivirent leur exploration, leur personnalité se complétant parfaitement, la joie impulsive de Dejo et l'inspiration réfléchie d'Apolline. Ils découvrirent une troisième porte, dissimulée derrière un tas de vieux journaux, et en forçant légèrement, Dejo réussit à l'entrouvrir juste assez pour apercevoir une lueur étrange à l'intérieur. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, un bruit de pas résonna au bout de la ruelle, les faisant se figer. Était-ce un adulte venu les chasser, ou quelque chose de plus sinistre? La télévision, dans leur dos, répétait toujours son refrain implacable, renforçant le sentiment que le mystère n'en était qu'à ses débuts. Les enfants exchangent d'un regard complice, prêts à affronter l'inconnu, mais pour l'instant, la ruelle gardait ses secrets bien enfouis. Les masques qui poussaient. Ils étaient encore assis sur le banc quand les pas se firent plus nets, plus lourds, et la télévision continua de marteler sa phrase comme une injonction. Non, c'est non. Dejo et Apolline se turent, se fondirent dans l'ombre du mur opposé, et regardèrent. La porte de gauche, celle qu'ils avaient remarquée tout à l'heure mais qu'ils n'avaient pas osé approcher, s'ouvrit avec une lenteur presque cérémonielle. Ce n'était pas une ouverture brusque, la charnière gémit, les planches effleurèrent le cadre, et un souffle de chaleur leur parvint, chargé d'odeurs, parfums épicés, cire et tabac, un relent sucré trop lourd pour la rue humide. Un homme et une femme poussèrent ensemble le battant. Ils étaient penchés l'un vers l'autre, le mouvement synchronisé comme s'ils évacuaient un poids commun. La femme avait les paupières ourlées de cernes dorées, l'homme tenait son chapeau d'une main, comme pour soutenir quelque chose de fragile qui pendait entre eux. Dejo, qui aimait tout autant le bruit que la découverte, coinça ses doigts dans la fissure du banc et sourit. Il chuchota, pas par peur mais par excitation, et « Apo, regarde !» On dirait qu'ils sortent d'un autre temps. Sa voix était basse mais vive, et ses yeux luisaient d'une joie enfantine à la vue des adultes flanqués dans leur théâtre. Apolline plaça ses lunettes sur le bout du nez, fronça les sourcils et décomposa la scène comme si elle avait devant elle une expérience à noter. Elle ne se contentait pas d'observer, elle cherchait des invariants, des répétitions. Regarde la façon dont ils se tiennent, Dejo. Il y a une synchronie, oui, mais leur visage. Elle hocha la tête avec une précision que la plupart des adultes lui envieraient. Ils se répètent, comme reflétés dans une vitre. Ou comme si plusieurs masques étaient superposés. C'est peut-être la lumière, ou des miroirs à l'intérieur. Le couple passa sous le porche, puis la femme se stoppa. Elle prit une pose théâtrale, ses doigts effleurèrent un rideau, et sa bouche forma un mot qui tomba dans la ruelle comme une petite pierre. Non. Ce non n'avait rien de la télévision, il était humain, chaud, et parfois hésitant, parfois ferme. L'écho de la pièce sembla déformer ce refus, le répéter, l'émousser, le rendre indistinct. À cet instant, la phrase de l'écran, non c'est non, se superposa au murmure de la femme et fit courir une brise étrange le long des épaules des enfants. L'homme, plus âgé, leva une main, non pas pour la toucher mais comme pour calmer une marée. Ses traits semblaient vaciller, à certains angles, ils se dupliquaient, se dédoublaient, comme si un échiquier d'ombre et de lumière jetait sur son visage plusieurs identités à la fois. Dejo plissa les yeux. On dirait qu'il a plusieurs visages, non? Comme des cartes superposées. Son rire, contenu, avait quelque chose de grinçant, pas méchant, mais étonné. Apolline sut immédiatement quelle catégorie de phénomène elle avait devant elle, non pas une illusion d'optique, mais une métaphore vivante. Les masques, Dejo. Pas au sens décoratif, j'entends les rôles que la société colle sur les gens. Luxure, désir, pression sociale. Tout s'apaise et transforme. Ici, dans ce bordel, les identités ne sont pas libres, elles se fragmentent pour répondre à des demandes. Les visages se surimprimant les uns sur les autres parce qu'on exige d'eux qu'ils soient plusieurs choses à la fois. Sa voix tenait cette étrange combinaison d'émerveillement scolaire et de gravité. Apolline était une petite fille avec un esprit de chercheuse.
La femme, après son nom, sembla s'enfoncer dans une hésitation qui n'appartenait qu'à elle. Elle retira un gant, et le laissa glisser le long de son bras avant de le faire tomber. Le gant décrivit une trajectoire lente et finit par heurter une marche. Il atterrit près de la bouche d'égout, roula, s'immobilisa, puis sembla attirer le regard de Dejo comme un aimant. Sans réfléchir, Dejo tendit la main, d'un mouvement discret, glissa le gant sous le banc. Il le palpa, il était doux, marqué d'un monogramme usé, mais aussi piqué d'une petite tache noire presque effacée, peut-être de la suie, peut-être de la peinture, peut-être de la gloire passée. Apolline nota le geste comme une information à conserver. Gants et monogramme, murmura-t-elle. Indice. Les objets tombés racontent souvent des histoires que les mots refusent. Le couple redescendit la marche. L'homme inclina la tête, et un instant, leur visage commun sembla se recomposer, la superposition se transforma en un masque unique, cruel et indulgent à la fois. Ils se mirent à marcher, pas vers la rue, mais vers la troisième porte, celle que les enfants avaient entrevue et qui laissait filtrer une lumière étrange, cette même lueur qui avait fait frissonner Apolline la nuit d'avant. La foule des voix de la ruelle se retira pour faire place au souhait silencieux de savoir des enfants. La femme posa sa main sur la poignée. Elle fit un geste bref, presque automatique, puis se tourna vers l'homme. Il la regarda, et pour la première fois, Dejo crut entendre plus clairement le mot que la télévision martelait, non. Mais cette fois, c'était différent, le non était défensif, un refus adressé à quelque chose d'intime. L'homme répliqua, et sa voix était douce, mielleuse, une voix d'acheteur tâtonnant les prix. Apolline sentit une colère sourde, froide, remonter en elle comme si la poussière poussée par leurs pas réveillait des mémoires. Elle pensa, avec la force d'un raisonnement qu'on n'attend pas d'une enfant, que là où la langue d'adulte ne disait que « transaction », quelque chose d'autre cherchait à dire « non ». Les masques se firent plus visibles quand, derrière le rideau entrouvert, un miroir captura la scène. Les reflets multiplièrent les traits, alignant des fronts sur des fronts, des sourires sur des sourires, jusqu'à ce que l'homme et la femme paraissent accompagnés d'un cortège de visages qui n'étaient pas les leurs. Les masques n'étaient pas seulement métaphores, ils prenaient forme, comme suspendus à des crochets, prêts à être enfilés. La luxure, le désir, la honte sociale, la nécessité matérielle, tout cela formait une collection d'emprunts qui altérait l'identité. Dejo sentit soudain une étrange piqûre d'inconfort. Ses aventures habituelles l'avaient toujours mené à des trésors, pas à ses regards lourds. On devrait peut-être rentrer, Apo, souffla Théil, voix trahissant pour la première fois un frisson. Mais Apolline secoua la tête, non pas par bravade, mais par curiosité méthodique. Non. Pas encore. Si on quitte maintenant, on perd la chaîne de cause. Observons. Ils observèrent donc. Ils virent la femme se détourner une dernière fois, comme si elle cherchait dans la rue une aide ou une voie d'évasion. Ses yeux croisèrent ceux d'un voisin qui regardait depuis une fenêtre, un homme aux épaules carrées qui fit semblant de lire un journal, mais Dejo et Apolline virent sa bouche se plier en un non silencieux, comme si toute la rue murmurait à l'unisson. La télévision, dans leur dos, hurla la même phrase, concordant avec la ville, non c'est non, non c'est non. Les enfants sentirent la répétition s'amplifier, comme un pouls mécanique. Quand le couple passa la troisième porte, la lueur devint plus vive, moins humaine, presque clinique. La porte claqua doucement derrière eux. La rue reprit sa respiration. Le porche se referma comme la paupière d'une machine sensible. Les murs retombèrent dans leur chuchotement. La télévision continua son débit obstiné. Dejo et Apolline restèrent immobiles, le gant caché sous le banc, le spectacle imprimé dans leur mémoire. Apolline avait noté mentalement la synchronie des refus, les reflets, le monogramme du gant, la poignée de la troisième porte. Elle comprit là, dans la mise en scène de ces adultes fatigués, un motif qui pouvait peut-être être relié au phénomène de la télévision. Peut-être la rue répétait-elle un refus pour dissimuler un autre nom, un silence imposé, un secret verrouillé. Peut-être que la télévision n'était qu'une voix amplifiant ce que d'autres n'avaient pas le droit d'entendre. Dejo posa la paume sur le bois froid du banc. Il sentit sous ses doigts une vibration faible, presque imperceptible, comme si le banc lui-même retenait un soupir. « On y va demain soir, dit-il enfin,
l'espièglerie revenant à la surface de sa voix, moins vive mais persévérante. Apolline le regarda, et ses yeux brillèrent avec la résolution d'un plan dessiné dans un carnet invisible. Oui. On observe encore. On prend le gant. On note le monogramme. Et, surtout, on écoute. Les refus laissent souvent des empreintes sonores. Si la télévision dit non c'est non, c'est que quelque part, quelqu'un a voulu couvrir un autre mot interdit. Nous allons trouver lequel. Ils gardèrent leur position jusqu'à ce que la ruelle soit à nouveau plongée dans l'obscurité habituelle, nourrie seulement par la lueur stroboscopique de la télévision. Les pas qui s'étaient fait entendre au chapitre précédent s'étaient avérés ne pas être une menace immédiate mais une ouverture, un souffle qui avait amené un autre mystère jusqu'à la porte. Le banc craquelé garda leurs petites empreintes, le gant resta dissimulé, et la troisième porte, celle qui convoitait la lueur, resta close, désormais chargée d'un sens plus profond. Tandis qu'ils se levèrent pour partir, Dejo jeta un dernier coup d'œil vers la fenêtre où l'homme au journal avait vu le couple. Il crut apercevoir une silhouette qui se détachait brièvement, comme pour mesurer la curiosité des enfants. Un regard. Une limite. Un avertissement muet. Apolline sentit cette observation comme un défi. Elle serra les doigts contre son carnet imaginaire et pensa déjà aux questions. Qui portait ces masques? Qui les suspendait? Et surtout, quel rapport avait tout cela avec la télévision qui répète sans cesse, sans fatigue, le même refus? Ils s'éloignèrent en silence, la ruelle leur renvoyant l'écho distant. Non c'est non, non c'est non. Les mots résonnaient comme la cadence d'un coffre-fort fermé à clé. Et dans leur poche, l'un portait un gant pris par instinct curieux, l'autre portait une idée, qu'un seul non pouvait en cacher mille d'autres. Le mystère n'était pas résolu. Ils avaient gagné un indice et une certitude, pour comprendre la répétition, il faudrait d'abord défaire les masques. La porte inflexible et les visages brisés. Dejo et Apolline étaient revenus le soir suivant dans la ruelle ombragée, intrigués par les mystères de la télévision hurlante et du couple étrange qui avait disparu derrière la troisième porte, avec en poche le gant monogrammé que Dejo avait caché sous le banc. Leur décision d'observer plus longtemps avait été motivée par les indices accumulés, comme les murmures et les reflets déformés, laissant présager un puzzle plus vaste à démêler. Le lendemain soir, Dejo et Apolline se glissèrent à nouveau dans la ruelle, leurs pas étouffés par l'épaisse couche de feuilles mortes qui tapissaient le sol. Dejo, avec son sourire espiègle et son énergie débordante, trépignait d'impatience, chuchotant à Apolline d'un ton enjoué. « Allez, on va enfin découvrir ce qui se cache derrière ces portes. Imagine si on tombe sur un trésor ou un secret farfelu. » Apolline, plus posée et analytique, ajusta ses lunettes imaginaires. Elle n'en portait pas, mais ce geste la aidait à réfléchir et répondit d'une voix inspirante. « Rappelle-toi, Dejo, chaque détail est une pièce du puzzle. Ces portes et ces visages pourraient révéler une vérité plus profonde sur les refus que nous entendons partout. » Ils s'approchèrent prudemment du bout de la ruelle, où la télévision antique continuait son refrain monotone, « Non c'est non », comme un écho sinistre qui semblait se moquer de leur curiosité. À droite, ils remarquèrent une porte massive, celle de la mairie ou peut-être de l'église voisine, dont les contours se fondaient dans l'ombre des murs décrépits. Elle résistait farouchement, ses gants rouillés émettant un grincement sourd quand Dejo tenta de la pousser, ses petites mains laissant des traces humides sur le bois moisi. « Zut, elle est coincée comme si elle gardait un secret jalousement », s'exclama Dejo en riant, son ton joyeux contrastant avec l'atmosphère pesante. Apolline observa attentivement, notant mentalement la texture granuleuse de la porte et sa position stratégique, près de la bouche d'égout où le gant avait roulé la veille. « Cette résistance n'est pas anodine, Dejo, dit-elle avec un espoir teinté de sagesse. Elle pourrait être liée aux autres portes, comme un écho des refus que nous voyons partout. Si nous parvenons à comprendre pourquoi elle résiste, nous avancerons dans notre enquête. » Soudain, deux silhouettes émergèrent de l'obscurité, deux adultes qui tiraient sur la porte avec une force surprenante, mais pas de manière coordonnée. Chacun portait la moitié d'un visage, comme si un miroir brisé avait été collé sur leur peau. L'un avait un œil et une joue droite figés en un rictus incomplet, tandis que l'autre arborait la moitié gauche, avec un nez et une bouche tordus. Séparés, ils paraissaient incomplets, des fragments d'êtres humains errant dans la ruelle, leurs mouvements saccadés évoquant des marionnettes maladroites.
Ensemble, ils n'étaient jamais parfaitement alignés, quand l'un tirait, l'autre glissait, créant un déséquilibre comique et tragique à la fois. Dejo retint un éclat de rire nerveux, murmurant « Waouh, on dirait des clowns déformés sortis d'un cauchemar. » Mais qu'est-ce qui leur arrive? Apolline, inspirée par cette découverte, murmura d'un ton encourageant « Ces visages brisés pourraient être une métaphore de quelque chose de plus grand, Dejo. Souviens-toi des masques que nous avons vus hier, peut-être que ces adultes sont piégés dans le même engrenage de refus et d'incomplétude. » Les deux adultes ne parlèrent pas, se contentant de halter sous l'effort, leur moitié de visage se tournant vers Dejo et Apolline avec un regard vide, presque accusateur. La télévision, comme pour amplifier l'instant, répéta plus fort non ces noms, et Dejo sentit une vibration familière sous ses pieds, similaire à celle du banc la veille. Il fouilla discrètement sous le banc pour vérifier le gant monogrammé, le serrant dans sa main comme un talisman. On devrait les suivre, Apolline. Imagine ce qu'ils cachent derrière cette porte, proposa Dejo avec son enthousiasme habituel. Apolline, toujours méthodique, observa les adultes avec un œil critique. Attends, analysons d'abord. Leur apparence déformée rappelle les reflets du miroir dans la troisième porte. Si nous les approchons, nous risquons de déclencher quelque chose, mais cela pourrait être la clé pour relier tous les indices. Les adultes finirent par abandonner leur tentative, se séparant dans la ruelle avec des gestes désarticulés, l'un disparaissant vers la prise cachée des câbles, l'autre s'arrêtant près de la porte couverte de mousse, où les murmures reprirent, plus insistants. Dejo et Apolline se cachèrent derrière un tas de journaux, observant en silence. La morale humaine n'avait jamais su faire mieux, pensa Apolline intérieurement, inspirée par l'idée que ces êtres incomplets reflétaient les failles de leur monde, où les refus et les masques empêchaient toute connexion véritable. Dejo, sentant l'excitation monter, chuchota « Demain, on essaie d'ouvrir cette porte nous-mêmes. Qu'est-ce que tu en dis ?» Mais avant qu'Apolline ne puisse répondre, un nouveau son, un cliquetis métallique retentit au loin, rappelant les pas de la nuit précédente. La ruelle, avec ses secrets entrelacés, gardait encore ses mystères, forçant les enfants à se retirer pour le moment, leur curiosité plus aiguisée que jamais. Les visages qui s'étirent dans l'ombre. Dejo et Apolline, après avoir fui les pas mystérieux la veille, étaient revenus à la ruelle pour tenter d'ouvrir la porte massive près de la bouche d'égout, porteur d'une curiosité grandissante malgré les vibrations sinistres de la télévision. Leur plan, forgé dans l'urgence de la nuit précédente, les poussait à explorer plus profondément, avec Dejo serrant toujours le gant monogrammé comme un talisman secret. Au cœur de la ruelle, où les ombres s'allongeaient comme des doigts crochus, Dejo et Apolline sentaient un changement subtilement s'opérer en eux. Le garçon, d'ordinaire si joueur et impulsif, remarqua que ses propres mains paraissaient plus grandes, comme si la tension des derniers jours avait tiré sur ses os, les rendant plus solides et moins enfantins. « C'est dingue, Apolline, j'ai l'impression que mes bras pourraient défoncer cette porte d'un coup », s'exclama-t-il avec son ton enjoué habituel, un sourire espiègle illuminant son visage, même si ses yeux trahissaient une lueur plus dure, forgée par les murmures et les reflets qu'ils avaient déjà affrontés. Apolline, toujours méthodique, observa son ami avec un regard analytique, notant mentalement comment la peur et l'excitation semblaient altérer leur posture, les faisant paraître plus grands, plus affirmés. Dejo, c'est fascinant de voir comment notre corps s'adapte, comme si ces épreuves nous forçaient à grandir plus vite, répondit-elle d'une voix inspirante, teintée d'un espoir prudent, car elle croyait que chaque indice recueilli pouvait les mener à démêler l'énigme de cette ruelle maudite. Ils s'approchèrent de la porte massive, celle qui évoquait une entrée d'église ou de mairie, avec ses ferrures rouillées et ses gravures effacées par le temps. Apolline, en bonne stratège, avait passé la nuit précédente à réfléchir aux mécanismes possibles, peut-être un verrou dissimulé, ou un lien avec la télévision qui répétait inlassablement son nom ses noms. Dejo, impatient, posa ses mains sur le bois épais, sentant une vibration familière remonter le long de ses bras, comme si la porte elle-même respirait. « Allez, on y va. Si on force un peu, elle cédera, j'en suis sûr, dit-il d'un ton joyeux, masquant à peine l'excitation qui le poussait à ignorer les risques. Derrière eux, la télévision antique crépitait, ses câbles cachés semblant pulser d'une énergie nouvelle, et Apolline ne put s'empêcher de noter « Regarde, Dejo, les reflets sur l'écran sont plus intenses aujourd'hui. C'est comme si tout ici réagissait à notre présence,
révélant des couches cachées de ce mystère. Comme ils poussaient ensemble, la porte résista d'abord, émettant un grincement sourd qui résonna dans la ruelle. Puis, lentement, elle s'entr'ouvrit, libérant un souffle d'air humide chargé d'odeurs de mousse et de métal rouillé. À l'intérieur, les enfants aperçurent des formes floues, des visages multipliés dans un miroir semblable à celui de la troisième porte, mais ceux-ci paraissaient distordus, comme si les traits des personnes qu'ils avaient vues auparavant, la femme aux paupières ourlées, l'homme aux reflets dédoublés, s'étiraient et se déformaient. Dejo, le cœur battant, serra le gant monogrammé dans sa poche, sentant une chaleur étrange émaner de l'objet, comme s'il répondait à cette révélation. « Waouh, c'est comme si ces visages nous attendaient. »« Regarde, Apolline, il bouge tout seul, » s'écria-t-il, son ton enjoué teinté d'une curiosité fébrile. Apolline, inspirée par ce qu'elle voyait, analysa rapidement. Ces masques et miroirs ne sont pas seulement décoratifs, ils pourraient être un mécanisme pour refléter les identités, peut-être liées aux adultes que nous avons observés. Si nous avançons avec prudence, nous pourrons relier cela au murmure derrière la deuxième porte. Mais au moment où ils franchirent le seuil, le monde autour d'eux sembla s'ouvrir de manière inattendue. Des silhouettes émergeaient des ombres environnantes, l'un des adultes aux moitiés de visage, celui qui s'était arrêté près de la porte couverte de mousse la veille, apparut au loin, son profil incomplet oscillant comme une image déchirée. Il ne parlait pas, mais ses mouvements saccadés, comme tirés par des fils invisibles, indiquaient une urgence. La télévision, de son côté, monta en volume, hurlant non ces noms avec une intensité qui fit vibrer le sol sous leurs pieds. Les enfants se figèrent, observant comment ces visages bancals des reflets déformés de la femme et de l'homme du couple semblaient se multiplier dans l'air, comme si la ruelle elle-même se transformait en un labyrinthe de miroirs. Dejo, toujours impulsif, tendit la main vers l'une des silhouettes, mais Apolline l'arrêta d'un geste ferme. « Attends, Dejo, ne précipitons pas les choses. Ces phénomènes pourraient être des indices pour comprendre le gant et les câbles, mais si nous nous ouvrons trop vite, nous risquons de nous perdre, dit-elle avec un ton hopeful, cherchant à inspirer la sagesse plutôt que la peur. Pourtant, elle sentait elle aussi un durcissement en elle, son regard analytique se muant en une détermination accrue, comme si les énigmes de cette ruelle forçaient leur croissance. Soudain, un cliquetis métallique retentit au loin, similaire à celui qui les avait fait fuir auparavant, mais plus proche cette fois. Les enfants reculèrent, se cachant derrière le vieux banc craquelé, où Dejo vérifia discrètement le gant, notant une tache noire qui semblait s'étendre légèrement, comme vivante. « On recommence demain, hein ? » « C'est trop cool pour s'arrêter là, » murmura Dejo, son enthousiasme intact malgré la tension. Apolline acquiesça, son esprit bourdonnant d'hypothèses, peut-être que ces visages révélaient un réseau plus vaste, reliant toutes les portes et les objets énigmatiques. Comme ils s'éloignaient, la ruelle parut se refermer sur elle-même, les murmures s'intensifiant, promettant de nouveaux secrets pour leur prochaine visite. Les corps des enfants, étirés par l'aventure, et leurs regards durcis par les découvertes, ne s'ouvraient pas au monde extérieur, c'était le monde de la ruelle qui s'ouvrait autour d'eux, dévoilant ses visages bancals dans une danse d'ombre et de reflets, les entraînant plus profondément dans le mystère. Le masque fissuré dans l'ombre. Après avoir partiellement ouvert la porte massive et ressenti les étranges transformations de leur corps, Dejo et Apolline s'étaient cachés derrière le vieux banc, le cœur battant au rythme des cliquetis métalliques. Mais ce soir-là, alors qu'il prévoyait un retour prudent, Dejo fut submergé par une vision inattendue qui le propulsa dans un monde trouble. Dejo se réveilla en sursaut, mais ce n'était pas vraiment un réveil, il se sentait différent, plus âgé, comme si les années s'étaient accumulées en une nuit. Ses mains, déjà endurcies par les mystérieuses expositions de la ruelle, paraissaient plus grandes et plus rugueuses, tenant fermement un masque esprit fissuré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir pris. La ruelle familière avait disparu, remplacée par une zone obscure et labyrinthique, où l'air était chargé d'une humidité froide et d'odeurs de mousse rance mêlée à des effluves métalliques. Il marchait d'un pas hésitant, le masque pressé contre sa poitrine, son visage reflété dans les flaques d'eau boueuse n'étant plus tout à fait le sien, c'était un mélange déformé, avec des paupières ourlées et des traits dédoublés qui évoquaient la femme et l'homme qu'il avait vu émerger de la porte récente. Autour de lui, les ombres dansaient comme des spectres, et il entendait au loin les murmures qui vibraient derrière la seconde porte, plus insistants maintenant, comme s'il l'appelait. Dejo,
toujours impulsif et curieux, ne pouvait s'empêcher d'avancer, mais une force invisible le ralentissait, amplifiant le sentiment d'agrandissement qui parcourait ses bras. Le gant monogrammé, qu'il serrait encore dans sa poche, émettait une chaleur plus intense, la tache noire s'étendant lentement sur le tissu comme une encre vivante, peut-être liée à ce masque qu'il portait sans comprendre. Il s'arrêta soudain, face à un carrefour inattendu, deux chemins s'ouvraient devant lui, l'un tentant et sinueux, l'autre droit et austère. Le premier, la multiplicité du désir, s'enfonçait dans un brouillard chatoyant où des reflets de masques suspendus flottaient, promettant des explorations infinies, des visages multipliés et des secrets dévoilés sans fin. L'autre, l'unicité rigide de la morale, se dressait comme une barrière de pierre, évoquant les noms répétés de la télévision antique et les silences du voisin au journal, un chemin austère qui semblait imposer des règles inflexibles, peut-être menant à une vérité inaltérable mais étouffante. Dejo ne cherchait pas un camp, pas vraiment, il voulait seulement la paix d'exister, loin des vibrations du banc et des silhouettes saccadées qui hantaient la ruelle. Pourtant, au moment où il tendait la main vers le masque fissuré, comme pour l'ajuster sur son visage, des voix émergèrent des ténèbres, des échos familiers qui avaient ouvert les portes avant lui. Non, c'est non, murmurait-elle d'abord, en un chœur dissonant qui rappelait la télévision, mais bientôt elle se multipliait, se distordant en un mélange de murmures et de rires aigus. Parmi elles, il reconnut vaguement la voix de la femme aux paupières ourlées, prononçant des mots inintelligibles qui se fondaient avec celles des adultes aux moitiés de visage, leurs mouvements saccadés se matérialisant en ombres fugaces le long des chemins. Le masque esprit pulsait entre ses doigts, fissuré mais vivant, et Dejo sentit une connexion grandir. Peut-être que ces voix étaient liées au miroir de la troisième porte et à la porte massive, des échos des reflets distordus qui agrandissaient non seulement son corps, mais aussi son esprit. Apolline, restée en arrière dans la ruelle réelle, observait Dejo avec une inquiétude croissante. Elle avait remarqué son absence subite, comme s'il était tombé dans une transe, et elle analysait frénétiquement les indices. Dejo, reviens, murmura-t-elle pour elle-même, son ton académique et inspirant la poussant à chercher une explication logique. Elle se rappelait les changements physiques qu'il subissait, ses mains plus grandes et cette posture durcie, et elle se demandait si le gant monogrammé n'était pas la clé, un objet qui amplifiait les effets des câbles cachés et des murmures. Mais pour l'instant, elle était seule, forcée d'attendre, son esprit hopeful envisageant des solutions, peut-être qu'en cartographiant ses visions, il pourrait décrypter le rôle des masques et des miroirs, briser le cycle des reflets et des refus. Dans sa vision, Dejo avançait vers le chemin de la multiplicité du désir, attiré par les promesses de découverte, mais les voix s'intensifiaient, formant un barrage de mots qui se chevauchaient. La paix n'est pas dans l'infini, chuchotait l'une, tandis qu'une autre rétorquait, l'unique est une cage. Il porta le masque à son visage, et soudain, les traits dédoublés de l'homme apparurent sur sa peau, comme si le gant et le masque étaient connectés, amplifiant la tache noire qui rampait désormais sur son bras. Les cliquetis métalliques, plus proches que jamais, résonnaient en écho, forçant Dejo à se retourner, à chercher une issue. Les voix, celles qui avaient ouvert les portes, se rassemblaient en une masse indistincte, révélant des fragments d'histoire, des allusions aux silhouettes adultes, aux portes verrouillées et aux transformations irréversibles. Il n'était pas prêt à choisir, pas encore, mais la vision se dissipait lentement, le ramenant à la ruelle, où Apolline l'attendait, les yeux emplis d'une détermination renouvelée. Comme il émergeait de sa transe, Dejo cligna des yeux, le masque esprit toujours dans ses mains, mais la ruelle semblait plus menaçante, les câbles de la télévision pulsant avec une énergie accrue. Apolline s'approcha, son ton hopeful perçant l'obscurité. « Dejo, tu as vu quelque chose d'important. Parlons-en, ensemble, pour comprendre ces chemins avant qu'il ne soit trop tard. » Mais au loin, un nouveau cliquetis retentit, et ils savaient que leur exploration n'était pas finie. Dejo et Apolline se regardèrent, prêts à affronter ce qui venait ensuite, les mystères des masques et des voix encore entrelacés dans l'ombre. Les trois visages. Ils avaient à peine repris pied dans la ruelle que Dejo revint de sa transe, haletant et avec le gant monogrammé chaud dans sa poche. Apolline, immobile, avait déjà commencé à dresser des hypothèses et à noter chaque anomalie. La télévision poussait ses noms en boucle comme un métronome malfaisant tandis que le cliquetis approchait, régulier, métallique.
Dejo sentait encore sous ses doigts l'écorce rugueuse du masque esprit fissuré, comme si une écorchure invisible l'attachait à quelque chose qui n'appartenait pas à leur âge. Il glissait la main dans sa poche pour toucher le gant, la tache noire semblait avoir gagné une nuance plus vive et la chaleur se diffusait désormais jusque dans l'avant-bras. Il regarda Apolline, avec la spontanéité qui le caractérisait, lâcha, c'est chaud comme un four. Tu crois que c'est haché dangereux ? Sa voix avait ce mélange d'insouciance et d'excitation qui avait conduit à tant d'aventures. Apolline leva la tête de son carnet, ses doigts tachés d'encre de crayon, et favorisa la méthode. Nous devons établir une grille de correspondance, dit-elle, calme et précise. Nom, objet, manifestation sensorielle, localisation spatiale. Tout doit être cartographié si nous voulons comprendre le mécanisme. Son ton était inspirant, empreint d'une foi que la logique pourrait dompter l'étrangeté. Dejo fit un petit rire, puis prit le carnet et un crayon que lui tendit Apolline. Ils étaient deux approches complémentaires, la curiosité tactile de Dejo et la rigueur analytique d'Apolline, reliées par l'urgence. La porte massive, la mairie ou l'église, il n'avait jamais su, restait entr'ouverte, exhalant ce mélange d'odeurs de mousse et de métal qui avait hanté leur nuit. Les masques suspendus de la troisième porte semblaient flotter déjà dans les reflets du miroir aperçu à l'intérieur et quelque chose, au-dessus de leur tête, cliquetait encore. Apolline proposa d'y retourner, non par témérité mais par nécessité. Si le miroir contient une matrice de reflets, nous devons l'observer de près. Tu as le masque et le gant. Nous pourrions faire des tests contrôlés. Elle traça au crayon une petite table à double entrée, objet d'un côté, réaction de l'autre, et commença à remplir les premières cases, télévision, voix collective, miroir, visage distordu, gants, chaleur, taches noires, masque, sensation de vieillissement, matérialisation des traits. Ils poussèrent la grande porte. Le vestibule était plus sombre qu'il se souvenait, et le miroir, placé en face de l'entrée, renvoyait une infinité de visages presque imperceptibles jusqu'à ce qu'on s'en approche. Là, une plaque de métal poli, accrochée près du miroir, attira l'attention d'Apolline. Une colonne de noms, ancien donateur, martyr, était gravée en lettres étroites et fouillées. Au bas, un ruban de mots, presque effacé par le temps, était encore lisible. Apolline mit ses lunettes de fortune, un geste presque comique chez une fille de 10 ans, et lut à voix haute, attentive à chaque syllabe. La lignée féminine, la colonne des origines. Ses yeux s'agrandirent. Dejo, qui n'avait pas encore entendu ces mots de la plaque, se pencha. Apolline détacha un bout de papier collé malproprement entre la plaque et le mur, un feuillet imprimé, plié et jaunâtre. Elle le déroula comme si elle déballait un artefact. Les mots inscrits là-dessus n'avaient rien de fonctionnel, ils étaient poétiques et étrangement précis. Itonoé, souffle de révolte, visage qui se dédouble. Rosa Parks, immobile comme une montagne intérieure. Simone Veil, moitié douleur, moitié loi. Elles incarnent le choix, les blessures, la reconstruction. Mais aussi les frissons entre les masques, les liens humains où l'amour et la haine circulent ensemble, où homme-femme, femme-femme, homme-homme s'entrelacent dans les contradictions qui fabriquent l'existence. Apolline laissa les phrases rouler dans sa tête comme on organise des pièces d'un puzzle. Le choix de ces trois noms, si divers géographiquement et historiquement, l'interpella. Itonoé, anarchiste et féministe japonaise, Rosa Parks, figure américaine de la résistance passive, Simone Veil, femme française de loi et de mémoire. Elles n'appartenaient pas à une même époque, et pourtant la plaque les inscrivait dans une même colonne. Dejo frappa dans ses mains, comme pour chasser un frisson. C'est quoi cette colonne ? Une famille de contrebandières de l'histoire ? Apolline sourit avec un éclat d'espoir analytique. Ce n'est peut-être pas une ascendance biologique mais une lignée symbolique. Une colonne des voix qui ont cassé des règles, qui ont pris des noms et les ont retournés en actes. Elle griffonna sur le carnet, lignée féminine égale archive de résistance. Puis, tournée vers le miroir, elle proposa, et si ces femmes, ou ce qu'elles représentent, étaient liées aux objets, aux gants, aux masques, aux miroirs ? Les reflets pourraient être des couches de mémoire. Dejo, toujours tactile, prit le gant de sa poche et le tendit devant le miroir sans vraiment réfléchir. L'objet était chaud, comme un cœur qui bat.
Lorsqu'il approcha la main gantée du verre, la surface se mit à vibrer faiblement, les visages se superposèrent, mais cette fois ce n'étaient pas seulement les traits dédoublés de l'homme ou les paupières ourlées de la femme, des silhouettes de femmes apparurent, comme des plaques translucides mises en lumière de l'intérieur. L'une d'elles, aux cheveux tirés, avait l'air de défier un destin, une autre, le regard fixe, paraissait tenir sa place contre une oppression invisible, une troisième, aux traits marqués, portait la gravité d'une loi. « T'as vu » murmura Dejo, moitié émerveillé, moitié effrayé. Une voix, ou plutôt un murmure collectif, monta du miroir, un sifflement qui se transformait en syllabes. Pas encore des mots clairs, mais des intonations, décision, arrêt, douleur, lever. Le « non c'est non » de la télévision se mêla, et Apolline eut un frisson de reconnaissance. Les sons n'étaient pas simplement superposés, ils se rejoignaient en harmonique nouvelle. Pour l'expérience, Apolline demanda « Mais le masque, Dejo, mais laisse le gant dans la main gauche. Je noterai les changements. » Dejo obtempéra avec enthousiasme, mais à peine le masque posé, un frisson morcelé le traversa, ses doigts se rallongèrent d'une illusion, sa peau sembla afficher de nouveaux traits, et la tache noire sur le gant pulsa comme un cœur qui appelle. Le visage du masque, fissuré, refléta les visages féminins du miroir, et tout à coup Dejo eut la sensation d'être moins un enfant que la somme de plusieurs vies, la rage d'Ito Noé, l'immobilité de Rosa Parks, la douleur lumière de Simone Veil. Il s'exclama, la voix plus rauque, j'ai comme des couches, là, dans la tête. C'est chaud, et c'est triste aussi. Apolline écrivait furieusement. Douleur, sentiment d'accumulation historique. Doublage des traits, possible mécanisme d'imprégnation. Gant, conducteur d'émotions en mémoire. Elle leva les yeux, inspirée, et proposa une hypothèse. Le gant pourrait être un catalyseur, la tache noire, un encre mémorielle qui s'étend pour inscrire des identités. Le masque ferait de l'utilisateur un récepteur, le miroir, un amplificateur. Ces trois éléments ensemble créent une porosité entre époque et voix. La formulation calma les angoisses de Dejo, qui aimait mieux que toute une théorie simple à laquelle se raccrocher. Il retira le masque, mais la sensation persista, une trace sur sa joue, éphémère comme un reflet au crépuscule. Le cliquetis, pourtant, se fit plus proche et plus pressant. Dehors, une silhouette aux moitiés de visage glissa le long du mur, s'arrêtant près des câbles qui pendaient comme des veines. L'autre moitié humaine, l'autre adulte aux traits saccadés, s'agenouilla en face de la prise qui alimentait la télévision. Apolline sentit l'urgence, ils reviennent vers la source. Son ton n'avait pas perdu de son calme, mais ses doigts se crispèrent sur le crayon. Si la prise est l'origine du flux, connecter le gant et le masque pourrait être dangereux. Mais si nous comprenons d'abord la matrice, nous pourrions peut-être la détourner. Dejo sourit bravement, mais ses yeux trahissaient une fatigue nouvelle. La tache sur le gant avait gagné un demi-centimètre le long du tissu, comme si un horloger invisible avançait l'aiguille de transformation. Apolline ferma le carnet et se leva. Nous retournons au banc pour cartographier la ruelle et les trois portes. Il nous faut des repères physiques. Elle commença à déplier des morceaux de craie trouvés dans une boîte oubliée et à tracer un quadrillage sur un papier. Dejo ramassa un fil de fer, prêt à marquer les positions des objets. Ils n'eurent pas le temps d'abandonner la salle. La silhouette à la fenêtre leva la main, dans un geste mimé, fit encore le signe du non vers eux. Cette fois, le geste n'était pas seulement une mise en garde, il ressemblait à un avertissement codé, comme si la ruelle essayait de les protéger d'eux-mêmes. Apolline le regarda avec une curiosité résignée, le voisin n'est pas seulement un témoin. Il pourrait être un repère moral, le chemin austère de notre vision. Avant de partir, Dejo glissa le masque dans sa veste, très près du cœur, et serra le gant dans sa main. Ils remontèrent la ruelle, dessinant mentalement le quadrillage qu'Apolline transcrivait déjà sur le papier. Le cliquetis diminuait puis reprenait, capricieux, et les silhouettes aux moitiés de visage semblaient se fondre dans l'ombre des portes. Dehors, les câbles pulsaient d'une lueur faible et régulière, comme si la télévision thésaurisait l'énergie de leur découverte. Ils s'éloignèrent en chuchotant leurs hypothèses, une lignée symbolique liée à des objets, un gant qui écrit en taches noires, un masque qui transforme et un miroir qui amplifie. Leur projet
jet de cartographie gagné en contour, Apolline proposa d'ajouter une troisième dimension aux notes, la dimension emphatique, où chaque objet serait relié non seulement à un nom mais à une émotion, colère, immobilité, douleur, puis à une conséquence physique possible. Dejo, plus joueur malgré tout, offrit de tester la colonne des origines en portant le gant quelques minutes de plus à chaque essai, histoire de mesurer la progression de la tâche. Ils se séparèrent pour la nuit avec un pacte tacite, revenir avant l'aube, mieux préparé. Sur le banc, la télévision continua à répéter son nom, ses noms en crescendo, mais le nom semblait moins absolu qu'avant, il était désormais l'un des nombreux éléments d'un tableau plus vaste. Tandis qu'il quittait la ruelle, la plaque métallique brillait à peine, et les mots imprimés sur le feuillet se mêlaient à leurs pensées. La lignée féminine n'était pas une réponse, elle était une piste. Et quelque part derrière les murs, la tache noire poursuivait son voyage, sourde et déterminée. Les voix des héritiers oubliés. Après avoir passé la nuit à méditer sur les objets énigmatiques et la lignée féminine découverte dans la mairie, Dejo et Apolline se retrouvèrent à l'aube dans la ruelle ombragée, résolus à approfondir leurs expériences avant que les premiers rayons du soleil ne dissipent les ombres persistantes. Dejo, le cœur battant d'une excitation enfantine, sortit le masque esprit fissuré de sa veste, sa surface craquelée semblant pulser d'une énergie nouvelle sous ses doigts. Il avait rêvé toute la nuit de ces voix qui s'étaient insinuées dans son esprit, des échos indistincts qui maintenant, au contact du masque, prenaient forme dans l'air frais du matin. Apolline, son carnet déjà ouvert à la page de la grille de correspondance, observa Dejo avec un mélange d'espoir et de prudence, ses yeux brillants d'une curiosité académique. « Regardons cela de plus près », murmura-t-elle d'une voix inspirante, comme si elle guidait une expédition vers un trésor caché. Si le miroir a amplifié les silhouettes féminines, peut-être que le masque révélera d'autres couches de cette histoire. Ils s'installèrent près du vieux banc craquelé, loin des regards du voisin à la fenêtre qui, une fois de plus, mimait un nom silencieux depuis son perchoir. Dejo, avec son style décontracté et joyeux, plaça le masque sur son visage, sentant aussitôt une chaleur familière se répandre, mais cette fois, elle était accompagnée d'un bourdonnement profond, comme un cœur lointain qui s'éveillait. Les fissures du masque s'élargirent légèrement, libérant des murmures qui se mêlèrent aux noms et noms de la télévision antique, encore allumée dans le coin. Apolline nota rapidement dans son carnet, masque amplification vocale, lien possible avec les émotions accumulées. Elle ajouta, d'un ton hopeful, c'est comme si ces objets étaient des portes vers le passé, Dejo. Si nous cartographions ces voix, nous pourrons peut-être comprendre le flux qui les relie. Soudain, les murmures s'intensifièrent, formant des phrases cohérentes qui flottaient dans l'air comme des spectres. Puis viennent les voix qui prolongent cette ligne, chuchota une intonation grave, et Dejo sentit ses mains trembler tandis que des images se superposaient à sa vision. Malcolm X apparut en premier, une silhouette translucide aux traits déterminés, évoquant l'urgence lucide d'une lutte inlassable contre l'injustice. Sa voix résonna avec une clarté surprenante, narrant des récits d'émancipation qui faisaient vibrer le gant monogrammé dans la poche de Dejo, la tache noire s'étendant imperceptiblement de nouveau. Apolline, fascinée, traça un nouveau quadrillage sur son papier, reliant ces manifestations à la lignée féminine qu'ils avaient découverte. « Regarde, Dejo, dit-elle avec inspiration, ces voix ne sont pas isolées, elles forment une chaîne, une tension humaine qui se construit dans le conflit comme dans la paix. » Ensuite, Martin Luther King émergea, son espoir indomptable et irradiant comme une lumière au travers des fissures du masque. « L'espoir qui refuse de mourir, proclama-t-il, ces mots se fondant aux harmoniques du miroir qui, de l'autre côté de la ruelle, renvoyait des reflets déformés des adultes aux moitiés de visage. Ces figures spectrales, toujours présentes près des câbles et de la prise, semblaient maintenant interagir avec ces nouvelles voix, comme si elles attendaient un signal pour activer le flux électrique. Dejo, riant nerveusement de cette découverte inattendue, s'exclama dans son ton cheerful, « C'est dingue, Apolline. On dirait qu'ils sont tous là, à nous parler directement. » Mais en son fort intérieur, il sentait une unisque croissante, la chaleur du gant remontant jusqu'à son épaule, rappelant la progression de la tache noire. Abraham Lincoln suivit, sa présence imposante évoquant la rupture historique qui avait secoué les fondations d'un monde ancien. Ces paroles, chargées d'une gravité palpable, firent trembler le sol sous leurs pieds,
et Apolline nota l'effet sur leur environnement, miroir vibration accrue, gant conducteur d'émotions historiques. Elle ajouta avec un zeste d'espoir, ces figures représentent une force collective, Dejo. Si nous parvenons à les lier à notre grille, nous pourrons peut-être contrer les dangers que pose cette tâche. Alexandre II apparut alors, sa silhouette évoquant celui qui a ouvert des portes que son époque n'a pas supportées, un réformateur brisé par son propre héritage. Les voix se chevauchaient maintenant, créant un tapestry sonore qui enveloppait la ruelle, tandis que les adultes aux moitiés de visage s'agitaient près de la télévision, comme attirés par cette énergie naissante. Autour d'eux, Mandela, Gandhi et le Dalai Lama surgirent comme des phares circulaires, leur présence illuminant les recoins sombres de la ruelle. Mandela parlait de réconciliation, Gandhi de résistance pacifique, et le Dalai Lama de compassion universelle, tous soulignant que on se construit autant dans la paix que dans le conflit. Dejo, toujours aussi impulsif, tendit le gant vers le miroir, provoquant une distorsion qui fit apparaître des liens visuels entre ces figures et les objets qu'il manipulait. La tache noire sur le gant pulsa, gagnant 1 millimètre de plus, et Apolline, alarmée mais inspirée, murmura « C'est une nouvelle couche, une contrepartie à la lignée féminine. » Mais attention, Dejo, si nous connectons cela à la prise, cela pourrait amplifier le danger. Le masque esprit se fissura davantage, révélant des fragments d'images qui semblaient vouloir s'échapper, comme si une vérité enfouie luttait pour émerger. Dejo retira le masque, haletant, son visage rougi par l'intensité de l'expérience. Apolline, en tant que voix de la raison, proposa d'ajouter ces voix à leur cartographie, traçant des lignes entre les noms et les manifestations sensorielles. Nous sommes plus près de résoudre ce puzzle, dit-elle avec un ton hopeful, bien que l'ombre du voisin à la fenêtre, toujours en train de mimer son nom, les rappela à la prudence. Comme le soleil se levait, ils rangèrent leurs notes, conscients que cette découverte ouvrait de nouvelles questions sur la nature des objets et leur rôle dans ce mystère grandissant. La ruelle, imprégnée de ces échos historiques, les laissait sur le fil d'un fil qui n'attendait qu'à être tiré. Le cycle des échos oubliés. Dejo et Apolline, jadis enfants curieux explorant les mystères d'une ruelle hantée par des voix spectrales et des objets imprégnés d'histoire, avaient grandi avec le poids de ces expériences, leur découverte ayant tissé un lien indéfectible entre eux. Au fil des années, la tache noire sur le gant monogrammé de Dejo avait poursuivi sa progression subtile, atteignant désormais son coude, tandis qu'Apolline affinait sans cesse sa grille de correspondance dans un carnet usé, cherchant à décrypter les liens entre les voies historiques et les artefacts énigmatiques. La caméra invisible de la mémoire revint sur la ruelle, comme si le temps lui-même avait plié sous le poids des secrets enfouis. Dejo et Apolline, désormais adultes, se tenaient au seuil de cet espace familier, leurs silhouettes élancées contrastant avec les ombres enfantines qu'ils avaient autrefois projetées sur les murs craquelés. Dejo, avec son sourire espiègle intact malgré les années, portait toujours le gant monogrammé, sa surface désormais tiède et vibrante, comme si elle anticipait une nouvelle confrontation. Il glissa une main dans sa poche, sentant le masque esprit fissuré niché contre sa poitrine, ses fissures élargies révélant des fragments d'images fugaces des visages de femmes évanouies, des échos de luttes passées. Allez, Apolline, on dirait que cette ruelle nous appelle encore, comme si elle n'avait jamais oublié nos jeux d'enfants, dit-il d'une voix enjouée, son ton décontracté masquant une excitation sous-jacente qui le poussait toujours vers l'inconnu. Apolline, avec sa démarche mesurée et son regard analytique affiné par des années d'études, ajusta ses lunettes et serra son carnet contre elle. Elle avait évolué en une femme inspirante, son esprit académique transformant chaque énigme en une promesse de révélation. Dejo, souviens-toi de ce que nous avons cartographié, les voies, les objets, les connexions spatiales. Ce n'est pas un simple retour, c'est un cycle, une boucle qui pourrait enfin nous livrer ses secrets, répondit-elle d'un ton empli d'espoir, sa voix évoquant la possibilité d'une compréhension plus profonde, comme si chaque pas pouvait dénouer les fils d'un puzzle ancestral. Ils s'avancèrent vers la télévision antique, son écran fissuré pulsant toujours du même message implacable, non c'est non. La ruelle, inchangée dans son désordre, le vieux banc craquelé, les câbles entortillés et la prise électrique guettant comme un piège semblaient les accueillir avec une familiarité sinistre. Dejo s'assit le premier, exactement à l'endroit où il s'était installé des années plus tôt, ses genoux touchant le sol inégal qui avait autrefois accueilli leurs jeux innocents. Le gant sur sa main se réchauffa instantanément,
la tache noire s'étendant d'1 millimètre supplémentaire, comme répondant à la proximité de l'appareil. Il rit doucement, son humeur joyeuse perçant à travers la tension. Regarde ça, Apolline, le gant est plus vivant que jamais. C'est comme s'il voulait me rappeler ces voix masculines Malcolm X et les autres qui vibraient à travers moi. Peut-être qu'elles vont ressurgir, hein. Apolline s'installa à ses côtés, son corps adulte occupant l'espace avec une gravité nouvelle, mais ses yeux brillaient d'un espoir renouvelé. Elle sortit son carnet, traçant rapidement un nouveau quadrillage sur une page vierge, reliant les points entre la télévision, le miroir au loin et la plaque métallique gravée des noms de la lignée féminine. Exactement comme avant, mais nous sommes prêts maintenant. Itonoe, Rosa Parks, Simone Veil, elles étaient là, dans le miroir, et maintenant, avec ces voix masculines qui ont émergé, il y a un pattern. Peut-être que le flux électrique de la prise active un pont entre ces figures historiques, amplifiant leurs échos à travers le masque et le gant. Sa voix, académique et motivante, infusait l'air d'une énergie positive, encourageant Dejo à plonger plus profondément dans l'énigme. Autour d'eux, les adultes aux moitiés de visage, ces figures spectrales qui hantaient les marges commencèrent à s'agiter, leur forme translucide près des câbles et de la prise semblant interagir avec l'énergie ambiante. Un murmure collectif monta, se mêlant aux nonces et non de la télévision, comme si les voix féminines et masculines se fondaient en un chœur discordant. Dejo, intrigué, leva le gant devant l'écran, sentant une vibration familière parcourir son bras jusqu'à l'épaule. Des fragments d'images jaillirent du masque dans sa poche, des silhouettes de femmes se superposant aux voix historiques Gandhi prêchant la résistance pacifique, tandis qu'une ombre féminine évoquant Simone Veil semblait répondre d'un frisson invisible. C'est fou, Apolline. La chaleur monte, et je sens ses doigts illusoires comme avant. On dirait que tout se reconnecte, s'exclama-t-il, son ton enjoué masquant une pointe d'inquiétude face à la progression inexorable de la tâche. Apolline nota fébrilement dans son carnet, ses annotations reliant les manifestations actuelles aux observations passées. Si nous activons le flux, comme le voisin l'a mimé autrefois, cela pourrait révéler le mécanisme sous-jacent. Mais attention, Dejo, le risque est plus grand maintenant. Ces objets, le gant, le masque évoluent avec nous. Elle leva les yeux, son regard inspirant transmettant un mélange d'espoir et de prudence, encourageant une exploration prudente plutôt qu'une plongée imprudente. Comme ils restaient assis, le cycle se refermait autour d'eux, la ruelle pulsant d'un mystère plus profond. Le message de la télévision persistait, un rappel obstiné que certaines vérités résistaient encore, attendant d'être décryptées. Dejo et Apolline, unis par leur passé et leur quête, sentaient que ce retour n'était pas une fin, mais un nouveau chapitre dans leur enquête interminable. L'éveil des innocents perchés sur le temps. Dejo et Apolline, de retour dans la ruelle obscure où les artefacts murmuraient encore leurs secrets, se rappelaient comment le gant monogrammé avait progressé inexorablement, sa tache noire atteignant désormais le coude de Dejo, tandis que le masque esprit fissuré amplifiait les voix historiques en un chœur troublant. Leur précédente exploration avait révélé des liens entre les silhouettes féminines du miroir et les voix masculines, laissant planer la menace d'un pont électrique qui pourrait tout activer. Dans la ruelle, sous un ciel d'aube voilé de nuages bas, Dejo et Apolline s'immobilisèrent devant le vieux banc craquelé, leur présence silencieuse évoquant un écho des enfants qu'ils avaient été. Dejo, avec son sourire espiègle et sa voix décontractée qui tranchait dans l'air chargé, sortit le gant de sa poche, le tenant comme un talisman capricieux. « Allez, Apolline, on dirait que ce truc nous invite à danser avec les ombres, lança-t-il d'un ton enjoué, ses yeux pétillants malgré la fatigue des années passées. Il enfila le gant, sentant aussitôt la chaleur familière remonter le long de son bras, un picotement qui s'étendait comme une promesse ou une menace. Autour d'eux, les câbles effilochés près de la prise électrique frémissaient, comme si la ruelle elle-même retenait son souffle. Apolline, avec sa précision académique et son ton inspirant qui portait l'espoir d'un puzzle enfin résolu, ajusta ses lunettes et consulta son carnet usé. « Regarde, Dejo, si nous cartographions ces vibrations avec plus de détails, nous pourrions enfin saisir le mécanisme du pont, dit-elle, sa voix emplie d'une ferveur optimiste qui cherchait à transformer l'inconnu en connaissance. Elle traça rapidement un nouveau quadrillage sur une page vierge, reliant les points entre la plaque métallique gravée des noms d'Itonoe, Rosa Parks et Simone Veil, et les voix masculines qui s'étaient manifestées auparavant.
Les silhouettes translucides dans le miroir, ces femmes évanouies, semblaient plus vives ce matin, leurs murmures se fondant en un chœur discordant avec ceux de Malcolm X et des autres. Apolline nota mentalement comment ces voix formaient une chaîne, peut-être un fil temporel que le gant tirait vers le présent. Comme Dejo approchait le gant du miroir, une vibration intense secoua l'air, et soudain, des formes enfantines commencèrent à se matérialiser aux abords de la télévision antique. Ces enfants n'étaient pas nés d'un ventre ordinaire, mais émergeaient de l'immobilité même de Dejo et Apolline, comme si leur simple présence face à la vérité cachée de la ruelle ravivait une innocence perdue. L'un d'eux, une fillette au contour flou, apparut près des câbles, ses yeux grands et curieux fixant Dejo avec une intensité qui le fit reculer. « Regarde ça, Apolline. On dirait qu'on les a fait naître juste en restant là », s'exclama Dejo, son ton joyeux masquant une pointe d'inquiétude, car la tache noire sur le gant s'étendit d'1 millimètre de plus, une progression subtile qui le fit grimacer. Les enfants spectraux, pas plus d'une douzaine, se déplaçaient avec une grâce hésitante, leurs formes miroitantes se superposant aux adultes aux moitiés de visage qui s'agitaient toujours près de la prise. Apolline, inspirée par cette manifestation inattendue, murmura d'une voix hopeful. C'est comme si l'innocence renaissait en observant ce que le monde a tenté de cacher, ces voix, ces artefacts, ils forment un cycle. Elle ajouta des notes frénétiques à sa grille, reliant ces nouvelles apparitions aux fissures élargies du masque esprit, qui reposait encore dans la veste de Dejo. Lorsque Dejo porta le masque à son visage, les fissures libérèrent des fragments d'images plus nettes, des visages de femmes se mêlant à ceux des enfants, un tourbillon visuel qui amplifia les murmures en un bourdonnement choral. Les voix historiques masculines Gandhi et le Dalai Lama en tête s'élevèrent, plaidant pour la réconciliation, mais elles étaient maintenant entrelacées avec des rires enfantins, comme si le passé et l'innocence se disputaient l'espace. Dehors, le voisin à la fenêtre observait, mimant toujours son nom silencieux, un avertissement qui semblait plus urgent. Dejo, sentant la chaleur du gant grimper vers son épaule, retira le masque et le serra contre son cœur. Ces gamins, ils sont là pour nous montrer quelque chose, non? Comme si on pouvait tout recommencer, dit-il avec un rire forcé, essayant de maintenir sa bonne humeur face à l'accélération des événements. Apolline, en analysant les corrélations, hypothéqua que le flux électrique de la prise alimentait ce réveil, transformant les artefacts en un pont vers une réalité alternative. Elle posa une main sur le bras de Dejo, son ton académique teinté d'espoir. Si nous parvenons à équilibrer ces forces, peut-être que ces enfants nous guideront vers la vérité ultime. Les silhouettes enfantines s'approchèrent de la télévision, leurs formes se fondant avec les câbles, amplifiant le « non c'est non » en un écho multiforme. Dejo et Apolline reculèrent, conscients que cette rencontre avait éveillé une nouvelle couche du mystère, sans encore oser activer le flux. La ruelle, imprégnée de ses présences naissantes, gardait ses secrets, promettant plus de révélations à venir. Le pont en filigrane. Ils restèrent immobiles une poignée de minutes, le temps d'un accord tacite entre deux personnes qui avaient appris à se lire dans le tremblement des choses. Dejo serra le gant contre sa paume comme on retient une chandelle qui menace de vaciller. Apolline griffonna deux traits nouveaux sur la grille, joignant la colonne des voix masculines à la rangée des silhouettes enfantines. Le miroir réfléchissait leur dos, mais il y avait maintenant derrière eux une autre présence, des enfants translucides, attentifs comme des plantes à la lumière. Ils s'étaient partis sans violence, sans geste héroïque. Ils s'étaient levés d'un même mouvement, comme s'ils avaient décidé d'éluder une frontière dont ils n'osaient encore mesurer la carte. Les silhouettes adultes suivirent la rue, franchirent des portes entr'ouvertes, se fondirent dans des corridors que la ruelle n'avait jamais eu avant. La télévision garda son message immobile, non c'est non. Les rires enfantins se mêlèrent à ce refus, et il sembla que le refus devenait l'éternel berceau des apparitions. Apolline prit un instant pour fixer le carnet usé à deux mains. Sa plume avait une cadence froide et précise, chaque ligne était une tentative de rangement contre le chaos qui se répétait. Elle avait noté l'heure de départ, la position des enfants au regard de la prise, l'intensité relative des voix masculines juste avant qu'ils ne s'éloignent. Puis elle leva les yeux, pas tant pour regarder que pour vérifier des correspondances. Elle avait besoin de nommer ce qu'ils laissaient derrière eux pour que ce dernier ait une chance d'être plus que du sel sur une plaie ouverte. Dejo, lui, sentit d'abord le soulagement.
Ce n'était pas un soulagement de fuite, c'était la sensation courante d'un garçon qui redécouvre que ses jambes peuvent encore marcher. Il avait gardé le gant dans sa poche, la tache noire contre la peau, et la chaleur rampante qu'il connaissait depuis des années lui vint comme une musique familière. Pourtant, à mesure qu'il s'éloignait, la vibration dans le cuir se fit plus nette et le tressaillement répondit à quelque chose qui n'était plus leur action mais le manque qu'ils laissaient. Il plaisanta à mi-voix, un rire trop léger pour l'endroit, et demanda si elles allaient vraiment laisser les enfants là. Apolline répondit avec le calme d'une chercheuse qui écrit la conclusion d'une expérience. Les enfants n'étaient pas abandonnés, dit-elle, mais mis à l'épreuve d'un flux dont ils semblaient dépendre. La rue reprit sa tonalité habituelle, en apparence, un cliquetis métallique, le voisin à la fenêtre qui imitait toujours le geste du « non » et l'odeur d'huile froide des câbles. Pourtant, derrière eux, une mécanique fragile venait de se réengager. Les silhouettes enfantines ne disparurent pas quand ils traversèrent la lucarne des portes, elles se replièrent seulement, plus concentrées, comme si l'énergie qui les animait cherchait une forme moins dissipée. Elles restèrent devant la télévision, immobiles mais bavardes, tout en ignorant l'effort de la rue. Apolline ajouta une entrée à la grille, Children, plaque, TV, dépendance au flux. Elle entoura le mot « dépendance ». Puis, après un instant, elle esquissa une hypothèse qu'elle ne prononça pas tout de suite. Les enfants, dit-elle enfin, ne semblaient pas nés de rien, ils naissaient au vide laissé par les adultes. Leur apparition correspondait à un arrêt, à une réserve d'attention. Quand des figures plus anciennes qu'eux, femmes dont les noms étaient alignés sur la plaque, étaient activées par le miroir, et quand les voix masculines chantaient à l'unisson, il se créait un chant. Le chant avait besoin d'un point d'appui. La prise, la télévision, le miroir, ces trois points formaient un triangle. Les enfants, par leur présence, fermaient la figure comme si on tirait sur un fil pour faire un vêtement. Dejo, qui gardait son style simple et prompt, demanda sans détour, « Et si c'est juste qu'ils sont restés enfants parce que personne n'a choisi pour eux ?» Sa voix, joyeuse malgré la gravité, ne cherchait pas la science. Il posait ce qui ressemblait à une évidence, peut-être que leur condition était d'être visibles là où des destins avaient été interrompus. Apolline acquiesça, mais ajouta autre chose, plus dangereuse, peut-être que ce n'était pas seulement un point de vue mais une logique. Les enfants devenaient des chemins. La phrase resta en suspens comme si la ruelle elle-même la goûtait. Chemin, mot que Dejo répéta comme on para d'un néologisme connu. Apolline nota la racine, la répétition, la corrélation avec la colonne des femmes sur la plaque. Elle traça une connexion, un trait fin qui allait d'Ito Noé vers l'un des enfants, puis de Rosa Parks vers un autre. Les traits furent des hypothèses autant que des actes de cartographie, elle mettait en lumière ce que la rue avait voulu cacher depuis le début. Les enfants portaient des fragments, des combinaisons, visages de femmes plus anciens sur des mines juvéniles, tonalités de rire qui se mêlaient à des fragments de discours historiques. Les voix masculines, jadis dominantes, se tenaient en amont, comme des régulateurs de fréquences. Gandhi et le Dalai Lama, par leurs intonations, semblaient favoriser la formation de ces nouvelles présences. Apolline battit la main contre son carnet, satisfaite d'avoir au moins dessiné une possibilité. Alors qu'il prenait de la distance, Dejo ressentit le gant comme un organisme qui s'était nourri d'un dernier geste. Une douleur basse, chaude, monta jusqu'à l'épaule. La tache noire, qu'il pouvait parfois sentir plus qu'il ne la voyait, pulsa comme pour avaliser l'hypothèse d'Apolline. Il s'arrêta, sortit sa main, et, sous la lumière blafarde, il distingua l'accroissement minuscule, un demi-souci des chiffres, une progression encore microscopique mais régulière. Apolline leva les yeux quand il murmura la mesure, et elle nota encore, plus 0,1 cm. L'augmentation cumulée atteignit alors plus 0,9 cm. Ils ne s'attardèrent pas à en débattre, c'était une observation de plus dans une série qui, jour après jour, prenait des formes de loi. Le voisin à la fenêtre, silhouette familière et silencieuse, n'avait pas détourné le regard. Il avait imité le geste du refus toute la durée, et quand ils savourèrent la distance, ils virent qu'il plissa les yeux. Ce n'était pas de l'apaisement, mais un autre avertissement, la main de l'homme se recroquevillait, et ses lèvres dessinaient un nom qui devenait une prière sans son. Apolline se demanda encore qui il était, que connaissait-il des prises, des flux, des ponts électriques.
Elle nota la possibilité que sa mimique fût un avertissement ou un code, mais la rue ne lui donna pas de réponse. Les questions s'empilaient, l'identité du voisin, la vraie nature du pont, le sens des femmes gravées, la verticalité des voies, et chacune était comme un étage que leur carnet escaladait sans jamais atteindre un sommet certain. Ils arrivèrent à la lisière de la rue où les portes donnaient sur d'autres portes et d'autres allées. Dejo glissa le masque esprit fissuré dans sa veste, à l'endroit où il le gardait depuis toujours, près du cœur. Il sentit encore la chaleur des fragments d'images que le masque avait lâchés, visages de femmes entrelacés à des visages d'enfants, sourires qui n'avaient pas fini de naître. Il pensa, bêtement et avec une sorte de tendresse, qu'ils avaient créé une galerie d'attente dans cette ruelle, comme si la rue elle-même tenait une expo de possibles interrompus. Apolline, qui voyait les choses en termes de structure, écrivit une phrase qu'elle jugea utile: « Les fractures produisent un récit enfantin. » Ils se regardèrent longtemps dans le silence de ceux qui avaient pris la décision de demain plutôt que de tout savoir aujourd'hui. Il y avait, dans cette pause, une forme de négociation. Partir maintenant, cesser d'alimenter le champ ou rester et risquer d'activer quelque chose de plus vaste. Ils choisirent de partir. Ce n'était pas lâcheté, c'était une stratégie, et leur manière de le faire était d'ériger une observation pour le prochain passage. Apolline ferma son carnet avec soin, comme qui referme une porte sur des clés laissées pour plus tard. Dejo mit le gant dans sa poche, plus lourd et plus dense qu'avant, et sentit la tâche comme un poids familier. Derrière eux, la télévision continua de marteler la phrase. Les enfants, désormais seuls devant l'écran, regardaient le message sans vraiment le décrypter, ils étaient des miroirs qui recevaient et transformaient ce qu'on leur donnait. Ils rirent une dernière fois, et leur rire, superposé au refus, achevèrent de scander la boucle. Le monde de la ruelle se retira, inexorable, dans sa routine, les câbles vibrants, la prise qui semblait boire une lumière intérieure, la plaque qui gardait ses noms comme des reliques. Et ce qui resta suspendu dans l'air, au-dessus des pouces qui tournaient les pages du carnet, au-dessus du gant chaud, au-dessus du voisin qui continuait son avertissement muet, ce fut une pensée qui n'appartenait ni tout à fait aux adultes ni tout à fait aux enfants. Une phrase qui se tenait sur le seuil et observait la rue. L'homme cherche la paix en choisissant d'exister. L'enfant cherche la paix en voyant les chemins exister.